à cette série d'exercices d'application suite à l'achèvement du premier chapitre qui est quelques aspects de la dynamique externe de la Terre. Ces exercices vont porter sur les contenus ou bien vont concerner les contenus suivants, à savoir fossiles et fossilisation, rôle des fossiles dans la reconstitution des milieux sédimentaires anciens, rôle des fossiles dans la datation relative des roches sédimentaires et l'élaboration de l'échelle stratigraphique, la notion de cycle sédimentaire. Donc vous allez essayer de vous concentrer. Je vais vous donner quelques minutes de réflexion pour essayer de répondre aux questions. Notre première partie, ça concerne la reconstitution des connaissances. Premier exercice. Question numéro 1. Choisis la bonne réponse. Les fossiles sont des os de dinosaures conservés dans une roche sédimentaire, des restes d'animaux éteints, des restes ou traces d'organismes éteints ou non, conservés dans une roche sédimentaire. La bonne réponse, les fossiles sont des restes ou traces d'organismes éteints ou non, conservés dans une roche sédimentaire. Deuxième phrase. Les restes fossilisés sont des parties molles d'organismes d'origine animale, des parties solides d'origine animale ou végétale, des os, dents, coquilles ou carapaces. La bonne réponse, les restes fossilisés sont des parties solides d'origine animale ou végétale. La troisième phrase. Un bon fossile de faciès doit avoir une durée de vie limitée et caractérisé par une évolution rapide, doit avoir une répartition géographique restreinte. La bonne réponse, un bon fossile de faciès doit avoir une répartition géographique restreinte. Quatrième phrase. L'âge relatif d'une roche sédimentaire est donné par le fossile de faciès qu'elle contient et le même que celui du fossile stratigraphique qu'elle contient est déterminé directement à partir de la roche par un nombre précis d'années. La bonne réponse, l'âge relatif d'une roche sédimentaire est le même que celui du fossile stratigraphique qu'elle contient. Phrase suivante. L'échelle stratigraphique comporte 4 aires divisées chacune en périodes ou systèmes, puis en sous-systèmes, puis en étages. Deuxième proposition, 4 sous-systèmes divisés en étages, puis en systèmes, puis en aires. Troisième proposition, l'échelle stratigraphique comporte 3 aires divisées chacune en périodes ou systèmes, puis en sous-systèmes, puis en étages. La bonne réponse, l'échelle stratigraphique comporte 4 aires divisées chacune en périodes ou appelées aussi systèmes, puis en sous-systèmes, puis en étages. Exercice numéro 2. Question numéro 2. Relie chaque mot à sa bonne définition, à savoir fossilisation, transgression, identité paléontologique, cycle sédimentaire. La succession d'une transgression et d'une régression, première définition. Deuxième définition, principe stratigraphique selon lequel deux roches contenant les mêmes fossiles stratigraphiques ont le même âge. Troisième définition, avancée de la mer faisant immerger une partie du continent. Quatrième phrase, processus de la transformation des restes vivants en fossiles. On se concerne le premier mot, fossilisation. Donc la fossilisation, c'est le processus de la transformation des restes d'êtres vivants en fossiles. La transgression, c'est l'avancée de la mer faisant immerger, ça veut dire sortir, une partie, faisant englober une partie du globe, une partie du continent.
identité paléontologique, c'est l'un des principes stratigraphiques. Ce principe dit que deux roches contenant les mêmes fossiles stratigraphiques ont le même âge. Reste la définition du cycle sédimentaire. Donc un cycle, c'est la succession d'une transgression et d'une régression marine. Exercice numéro 3. Question numéro 3. Ça concerne la formation d'un fossile. Question 1. Mets les images dans leur ordre chronologique. L'image numéro 1, l'image numéro 2, l'image numéro 3, finalement l'image numéro 4. Question B, toujours dans le cadre de la troisième question, associe chaque image à sa légende. Donc pour les légendes, on a d'abord les mouvements géologiques déplacent et inclinent les couches rocheuses, l'érosion fait affleurer le squelette fossilisé. La température et la pression augmentent, les sédiments se transforment en roches et le squelette en fossile. L'animal est recouvert par des couches de sédiments fins, l'animal meurt et tombe au fond du lac, ses parties molles disparaissent pour ne laisser que le squelette. Ici, tu as les images qui sont dans un ordre chronologique, dans le bon ordre chronologique, ils sont bien classés. Donc pour l'image numéro 1, quelle est sa légende correcte? L'animal meurt et tombe au fond du lac. Ses parties molles disparaissent pour ne laisser que le squelette. C'est la première étape du processus de la fossilisation. Deuxième image, l'animal est recouvert par des couches de sédiments fins. Troisième image, la température et la pression augmentent, les sédiments se transforment en roches, c'est ce qu'on appelle la diagenèse, et le squelette en fossile. C'est la troisième étape du processus de la fossilisation. Quatrième image, les mouvements géologiques déplacent et inclinent les couches rocheuses, l'érosion fait affleurer le squelette fossilisé. Exercice numéro 4. Question numéro 4. Observe le document suivant et mets en ordre les événements sur la frise chronologique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une frise chronologique? C'est une ligne de temps où les événements se succèdent sur une flèche. Donc, cette ligne, ce n'est pas n'importe quelle ligne. Tu l'as sûrement reconnue, il s'agit de l'échelle stratigraphique. Pour les événements, ils sont ici en désordre. Apparition des premiers hommes, vie des dinosaures, première plante terrestre, apparition de la vie dans les océans, formation de la Terre. Ici, on a les années en millions d'années, moins 4600 millions d'années jusqu'à moins 200 000 années. À ton avis, quel est le premier événement à classer sur cette frise ou bien sur cette échelle stratigraphique? Bien sûr, le premier événement, c'est la formation de la Terre. Logiquement, c'est le premier événement qui est représenté sur l'échelle stratigraphique. Deuxième événement, bien sûr, c'est l'apparition de la vie dans les océans. Troisième événement, c'est l'apparition des premières plantes terrestres juste avant l'apparition des dinosaures. Finalement, dans l'ère quaternaire, on a l'apparition des premiers hommes.
Maintenant, on passe à la partie numéro 2, concernant le raisonnement scientifique et la communication graphique et écrite. Dans ce type d'exercice, tu dois non seulement restituer tes connaissances, mais exploiter des documents, faire des raisonnements. Exercice numéro 5. À la recherche d'un milieu de sédimentation ancien grâce aux fossiles. Dans une carrière ça veut dire un lieu où l'on peut extraire des matériaux de construction comme des pierres, du sable. Dans une carrière, on a relevé le contenu en fossiles de différentes couches ou strates, appelées aussi strates sédimentaires, qu'on a représentées par les lettres A, B, C, D et E sur la figure suivante. Donc ici, on a un schéma d'îlot stratigraphique ou bien des strates sédimentaires. On a même donné les images des fossiles contenus dans différentes strates, à savoir la couche A, on a relevé des troncs d'arbres ligneux, fossilisés. On va revenir sur le mot ligneux. La strate B, on a relevé les fossiles de gastéropodes, à savoir limnés et planorpes. Dans la couche C, on a relevé des traces de pattes d'oiseaux marins. Dernièrement, les fossiles qu'on a relevés de la couche ou la strate D, ce sont des coquilles fossilisées d'huîtres. Question numéro 1. Classe les couches A, B, C et D de la plus ancienne à la plus récente, mais en justifiant ta réponse. Je vais commencer par la justification. Selon le principe de la superposition, que tu as sûrement déjà vu lorsque tu as étudié la formation des roches sédimentaires, selon ce principe, à savoir la superposition, dans les séquences stratigraphiques non déformées, ça veut dire non déformées, ça veut dire lorsque les couches sédimentaires se présentent sous une forme horizontale. Selon ce principe, ces couches non déformées, les strates les plus anciennes seront au bas de la séquence. Dans notre cas, c'est la couche ou la strate A. Donc, les plus anciennes seront en bas de la séquence, ça veut dire pour nous c'est la couche A, suivie de la couche B, suivie de la couche ou bien la strate C, et dernièrement la strate D étant la strate la plus récente. En plus des fossiles précédents, les paléontologues ont découvert dans les couches C et D, plus précisément, d'autres fossiles. Il s'agit d'empreintes de pas de dinosaures ayant vécu entre moins de 145 millions d'années et moins 65 millions d'années, et des coquilles d'espèces d'ammonites ayant vécu entre moins 150 millions d'années et moins 65 millions d'années. Comme le montre le schéma suivant, ici on a des images réelles d'ammonites fossilisées, des images réelles d'empreintes de pas de dinosaures qu'on a retrouvées successivement dans la couche C et la couche D. Question numéro 2. Donne l'âge relatif des couches C et D et justifie ta réponse. Donc, on va essayer d'exploiter les données. On a ici le schéma des strates A, B, C et D. On a ici le contenu en fossiles de chaque strate. L'ammonite, à savoir la durée de vie, moins 150 millions d'années et moins 65 millions d'années. Les empreintes de dinosaures. Les dinosaures sont datés moins 245 millions d'années et moins 65 millions d'années. Donc, quel est l'âge relatif des couches C et D? Je vais commencer par la justification. L'âge relatif d'une roche sédimentaire est le même que celui des fossiles stratigraphiques qu'elle contient. Donc,
pour la couche C, elle contient des empreintes de pas de dinosaures ayant vécu entre moins de 145 millions d'années et moins 65 millions d'années. Donc, l'âge de cette couche sédimentaire sera le même, c'est-à-dire cette couche date d'environ moins 245 millions d'années à moins 65 millions d'années. Tu as sûrement compris, on va faire le même raisonnement pour la couche, ou bien la strate D. Dans la couche D, tu te souviens, elle contient des ammonites, bien des coquilles fossilisées d'ammonites, ayant vécu entre moins 150 millions d'années et moins 65 millions d'années. Donc, puisque la couche D aura le même âge que son fossile stratigraphique, on peut dire que la couche D date d'environ moins 150 millions d'années à moins 65 millions d'années. C'est ce qu'on appelle un âge relatif qui est donné par les fossiles stratigraphiques. Question numéro 3. Donne l'âge relatif de la couche E, dont on n'a pas parlé. Justifie ta réponse. Ici, tu peux remarquer que la couche E ne contient pas de fossiles ou on n'a pas parlé de fossiles contenus dans cette couche. Tu peux aussi remarquer une différence de couleur qui peut indiquer une différence de constitution, bien de composition. Donc, comment peut-on donner l'âge relatif de cette couche en justifiant notre réponse? Ici, on va utiliser le deuxième principe de la stratigraphie, à savoir la continuité latérale. Donc, selon ce principe, dans les séquences stratigraphiques non déformées, l'âge d'une strate est le même sur toute son étendue, même si les roches sont de nature différente. Ici, tu remarques bien que la couche C et E sont au même niveau. On peut dire que E est l'étendue de la couche C. D'une autre manière plus simple, on remarque que les couches C et E sont encadrées par les mêmes strates, à savoir B et D. Donc on peut conclure que les couches E et C ont le même âge relatif. Sachant l'âge de la couche C, on a déjà répondu à cette question, on peut conclure l'âge de la couche E. Donc E et C ont le même âge relatif, à savoir, ils datent entre moins 245 millions d'années et moins 65 millions d'années. Question numéro 4. Essaye de retrouver le milieu de vie de chaque fossile en indiquant le principe utilisé. Aide-toi du document suivant. Donc, si tu te souviens de ces fossiles, ce sont les fossiles de faciès qu'on a trouvés dans les couches sédimentaires A, B, C et D. On va exploiter ce document pour pouvoir répondre à notre question et de savoir le milieu de vie des fossiles trouvés dans différentes strates. Les espèces actuelles les plus proches des fossiles relevés de la carrière et leur milieu de vie. Donc ici, comme tu vois, on a des images réelles des espèces actuelles qui sont plus proches des fossiles relevés de la carrière et leur milieu de vie. Ici, on a l'image des huîtres. Les huîtres, tu le connais, ce sont des coquilles comestibles. Donc, une huître vit accrochée au rocher dans l'eau salée, salinité moyenne, de toutes les mers, notamment au niveau des estuaires et des zones de marée. Un estuaire, c'est une région de l'embouchure d'un fleuve au niveau de la mer où la force de la mer est plus élevée. Les zones de marée, pour les marées, tu les connais, on dit marée haute et marée basse, ce sont des oscillations, bien des transformations du niveau de la mer dues à l'attraction lunaire. On peut dire que l'estuaire ou bien les zones de marée, on peut dire que ce sont des zones ou bien des milieux marins qui sont peu profonds. Pour les oiseaux marins
il y a deux espèces. Il y a une espèce appelée espèce côtière qui vivent, ces animaux vivent près des côtes, sur les plages. Tu as sûrement déjà rencontré des mouettes lorsque tu étais à la plage. Les étangs salants en bord de mer. Les espèces côtières, c'est une deuxième espèce, également appelée pélagique, vivent au large et ne se posent sur la terre ferme que pour la reproduction. Donc on va nous concentrer sur les oiseaux marins d'espèces côtières. Pour le planorbe et la limnée, ce sont des mollusques, gastéropodes comme tu vois, aquatiques, qui vivent dans de l'eau douce, vivant dans des lacs et des étangs ou mares. Donc on va nous souvenir du mot lac pour identifier le milieu de vie des planorbes et de la limnée. Pour les plantes ligneuses, comme les arbres, une plante ligneuse est une plante qui fabrique en grande quantité une matière appelée la lignine. Cette lignine donne à la plante sa solidité et dont le bois que tu connais est le principal matériau de structure. Exemple, on trouve la lignine dans les arbres, dans leurs troncs. Les arbres, on le sait tous, ils occupent le milieu forestier. Pour donner le milieu de vie de ces fossiles, on va voir le milieu de vie des espèces qui leur sont plus proches. Pour cela, on utilise le principe d'actualisme. Selon ce principe, selon lequel les espèces fossiles vivaient dans le même milieu que les espèces actuelles qui leur ressemblent. Donc, les espèces fossiles vivaient dans le même milieu que les espèces actuelles qui leur ressemblent. Ça s'appelle le principe d'actualisme. Conclusion. Pour nos espèces fossiles, les espèces actuelles leur ressemblant ou bien les plus proches, on a déjà cité, ce sont les huîtres que tu connais, les oiseaux marins comme les mouettes, les gastéropodes qui vivent toujours, limnée, planorbe et les arbres ligneux qu'on rencontre dans les milieux forestiers. Donc, pour le premier fossile, à savoir les huîtres, on peut conclure que notre premier fossile, son milieu de vie était une zone de marée. Ça veut dire un milieu marin peu profond. Pour les traces de pattes d'oiseaux marins, on peut conclure que ce fossile, son milieu de vie, c'est la plage, comme les mouettes, ça veut dire un milieu marin littoral. Pour nos fossiles, à savoir limnée et planorbe, on peut conclure qu'ils vivaient dans des lacs ou des étangs, ça veut dire des milieux lacustres saumâtres. Pour notre dernier fossile, à savoir le tronc d'arbre fossilisé, on peut conclure que le milieu de vie de ce fossile était un milieu forestier, ça veut dire un milieu terrestre. Maintenant, allons à la question numéro 5. Tu vas essayer de reconstituer les paléo-environnements. On dit paléo-environnement, ça veut dire les milieux anciens de sédimentation qui se sont succédés dans cette région, à savoir la carrière, au cours des temps géologiques, bien sûr toujours en justifiant ta réponse. Pour répondre à cette question, on aura besoin de nos fossiles de faciès. Tu sais que les fossiles de faciès, contenus dans les différentes strates, nous renseignent sur le milieu de dépôt de chaque couche. Donc, on peut reconstituer ce paléo-environnement comme suivant. Le milieu d'abord, il était terrestre, occupé par une forêt. C'est la couche A. Puis, il est devenu lacustre. Ça veut dire occupé par un lac ou un étang. C'est la couche B. Lors du dépôt de la couche C, le milieu a changé. C'est une plage. Enfin, on trouve un milieu marin peu profond. C'est la couche D. Donc, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a reconstitué ce paléo-environnement, ça veut dire les roches ou bien les milieux de dépôt anciens des roches qu'on a trouvés dans cette carrière.
Question numéro 6. Explique le phénomène géologique qui a abouti à la formation de cette séquence sédimentaire. Tu as toujours le schéma devant toi, accompagné des fossiles de faciès qu'on a trouvés dans différentes strates. Donc, comment peut-on expliquer le phénomène géologique qui a abouti à la formation de cette séquence sédimentaire? Tu peux remarquer que dans la couche A, on est passé d'un milieu forestier, ça veut dire d'un faciès continental, à un milieu marin peu profond, ça veut dire à un faciès marin. Donc le passage du faciès continental à un faciès marin nous évoque le phénomène de transgression marine. Donc on remarque un passage des dépôts sédimentaires du faciès continental, la couche A, vers un faciès marin, la couche D, qu'on peut expliquer par le phénomène de transgression marine, au cours de laquelle les roches continentales ont subi une érosion mécanique et chimique dont les produits ont été transportés par les courants marins sédimentés, puis transformés en roches cohérentes en cours du processus de la diagenèse. La dernière question, on va essayer de faire un schéma, montre la succession des mêmes strates durant une régression marine. Ici, on voit la séquence transgressive de cette carrière. Ici, c'est la réponse, c'est la séquence régressive. Tu peux remarquer qu'on a inversé le classement des couches, de façon à ce qu'on passe du faciès marin vers le faciès continental et on obtient une séquence régressive. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon courage pour les leçons à venir.